Bonsoir. Vous avez une protection juridique? Ça peut être très utile pour autant qu'elle vous protège vraiment quand un problème survient. Et si la société contre laquelle vous devez vous défendre est la maison mère de votre protection juridique, qu'est-ce qui se passe? Situation pas forcément exceptionnelle, on va parler de cas concrets. Mieux vaut savoir à qui appartient votre protection juridique. Et on plongera aussi dans le monde des contrefaçons ce soir. Illégales, protéiformes, voire dangereux, notamment pour les médicaments contrefaits. Mais la traque et les moyens de lutte se développent. Les mauvaises copies de sacs de luxe vendus sur un trottoir, c'est la pointe de l'iceberg de la contrefaçon. Avec Internet, les sites, les réseaux sociaux, le marché des contrefaçons a explosé. Tout y passe. Maquillage, vin, basket et vous allez voir encore d'autres exemples étonnants. On commence avec un classique du genre chez un personnage un peu moins classique que Sophie Lagrange et Yannick Ténet ont rencontré. Lacoste Addict, c'est le compte Instagram de Suleiman, ancien rappeur à Lausanne et grand fan de la marque au crocodile. Ça, c'est des casquettes Girol, des anciennes casquettes. C'est entre les années 80 et 2000. Celle-là, c'est une particularité parce que le crocodile il est devant. C'est des premières casquettes Lacoste. Et puis ça, c'est tous mes survêtements, les anciens modèles, un peu plus récents. C'est notre patrimoine de chez nous, vu que moi, je viens de la Seine-Saint-Denis, de la banlieue parisienne. On s'habillait tout le temps comme ça. C'est joli, puis c'est un peu prestigieux. Mais attention, il n'aime que les pièces vintage. Il les achète sur des sites internet spécialisés de friperie. Et c'est sur l'un d'eux qu'il avait repéré 3 vestes Lacoste. Mais mauvaise surprise quand le paquet est arrivé. Sur les 3, il y en avait 2 vraies et une fausse. Et que lui ne m'a pas dit. Donc, alors elle est où cette fausse? Alors là, je l'ai mis au fond. Je l'ai mis au fond et c'est celle-là. C'est cette veste Lacoste. Alors, comment vous vous êtes rendu compte que c'était une fausse? Déjà, la qualité. Quand je le mets sur moi, ça se ressent que c'est pas du vrai Lacoste. Et après, en regardant bien, il y a l'étiquette. Ben, ça se voit déjà, c'est pas centré. Le crocodile, qui devrait être un peu plus grand et un peu plus mince. Et puis, les fermetures. Lacoste travaillait avec une marque qui s'appelait YKK. Et là, elle n'y est pas parce que normalement, c'est écrit juste là. Et il y a une petite étiquette aussi qui est normalement ici ou de l'autre côté, avec marqué 100% coton. Et puis, en retournant l'étiquette, c'est marqué Devanley tout en bas. Et bah, là, il n'y a même pas l'étiquette. Donc, On appréciera l'œil du connaisseur. Mais tout le monde n'est pas aussi pointu pour repérer copies et imitations dans un monde envahi par les marques et les logos. Un monde où la contrefaçon est devenue une industrie qui touche tous les secteurs et où le faux est de plus en plus beau. La loi suisse ne définit pas le terme contrefaçon. De manière générale, on peut dire que la contrefaçon, c'est l'imitation illicite d'un produit original. Donc ça veut dire que les contrefacteurs, ils vont imiter les apparences du produit, des propriétés, des matériaux, et ils vont y apposer très souvent une marque connue ou utiliser un design qui est protégé par la loi. Florence Claire est la secrétaire générale de Stop à la piraterie, la plateforme suisse de lutte contre la contrefaçon qui réunit instances publiques et entreprises privées. Sacs, disjoncteurs, élastiques de fitness, brosses à dents, elle nous a montré qu'aujourd'hui tout est copié et que cela peut mettre sérieusement en danger la sécurité des consommateurs. Ici, on a une plaquette de frein contrefaite. Donc, pour la distance de freinage, bien sûr, c'est un risque considérable. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans l'industrie automobile. Au niveau mondial, le marché de la contrefaçon, c'est environ 500 milliards de dollars. C'est environ le PIB de l'Autriche. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'industrie de la contrefaçon est devenue le terrain de jeu de toutes les mafias et autres réseaux criminels. Ce sont des réseaux extrêmement bien organisés qui sont liés aussi au blanchiment d'argent, au trafic de drogue, à la traite d'êtres humains. Et puis, il y a des liens également avec le terrorisme. On sait aujourd'hui que les attentats de Charlie Hebdo à Paris en 2015 ont été en partie financés par la contrefaçon.
Donc ce n'est pas un acte anodin d'acheter de la contrefaçon, c'est d'être d'accord de financer et de soutenir ces réseaux criminels. La Suisse, si propre en ordre, n'est pas une île au milieu des eaux troubles de la contrefaçon. Selon l'OCDE, c'est même le 4e pays le plus touché après les États-Unis, l'Italie et la France. C'est que les marques suisses réputées pour la qualité de leurs produits recèlent un joli potentiel pour les contrefacteurs. Victorinox, avec ses fameux couteaux, en sait quelque chose. Nous prenons les contrefaçons très au sérieux chez Victorinox. C'est un problème dans le sens où cela peut rompre la confiance de nos clients. Il est très important pour nous que les consommateurs reçoivent toujours un produit parfait. Numéro 1 des ventes et numéro 1 des produits Victorinox contrefaits, les couteaux. Mais si les faux ressemblent plus ou moins bien aux vrais, ils n'ont évidemment pas passé par les mêmes contrôles de qualité. Et le faux se cache dans les détails. Ça peut être la couleur, on peut avoir des teintes très différentes. Là, on repère déjà quelque chose. Le logo, en général, est mal fait. Et si ça fait du bruit quand on secoue le couteau, alors on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Parfois, la contrefaçon est plus difficile à détecter, comme avec ce modèle Rescue Tool. On voit ici par exemple que l'encoche pour ouvrir la lame est un peu différente. Et si on essaye d'ouvrir le couteau, on a beaucoup de peine. Même avec de la force. Alors que sur le vrai, ça s'ouvre sans problème. On peut aussi constater que les différentes lames du faux, ici en haut, ne sont pas bien ajustées. Ces dernières années, Victorinox a diversifié sa gamme de produits et les contrefacteurs ont suivi. Pour lutter contre eux, la marque veille bien sûr à protéger ses produits par des brevets et tente de remonter les filières jusque dans les usines de production de faux. En même temps, on a aussi un autre problème, c'est que tous nos produits sont mis en vente sur Internet. Donc ça concerne le monde entier. Là, on travaille avec Google Advert et on essaye de contrer rigoureusement la distribution et la publicité pour les produits contrefaits dès le début. C'est ainsi que Victorinox a bloqué sur Google pour les tiers l'usage du nom de ses marques et d'une série de mots-clés. Mais combattre la contrefaçon, n'est-ce pas un peu perdu d'avance ? Non, pas du tout. C'est un travail de Sisyphe, ça ne s'arrêtera jamais. Mais on voit quelques succès. Et ça montre aux gens qu'on fait quelque chose et que l'on agit. Cela montre aussi aux contrefacteurs qu'ils ne devraient pas tenter leur chance en falsifiant nos produits. Mais je ne pense pas que cela va diminuer à l'ère d'Internet. Retour à Lausanne chez Suleiman, qui s'est donc retrouvé avec une fausse veste Lacoste. Elle n'est pas facile à mettre. Puis là, les manches, ils se remettent comme ça. Je suis obligé de faire comme ça, comme ça. Puis vous voyez, c'est la forme. Il a contacté le vendeur, mais celui-ci a refusé d'entrer en matière, prétextant qu'il avait trop attendu pour se plaindre. J'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur Stop Piracy. Puis ils m'ont dit un peu ce qu'il fallait que je fasse et tout. Ils ont dit ne renvoyez pas la veste, allez porter plainte et tout ça. Donc j'ai suivi leurs conseils. Effectivement, ne jamais renvoyer une contrefaçon, car l'exportation comme l'importation de contrefaçon est interdite. Mais le mieux, c'est de ne pas se laisser piéger par les sites des contrefacteurs. Et d'abord, ce n'est pas parce que le site est .ch qu'il faut faire confiance aveuglément. La première chose à regarder, c'est le prix. Souvent, ce sont des prix cassés. On a des prix qui vont jusqu'à 70% de rabais. Donc c'est très curieux pour un produit original. Ici, on voit aussi que le prix pour différents modèles, c'est le même partout. C'est très suspect. La deuxième chose, il faut regarder toujours le contact. Donc ici, on clique sur contact. Et puis là, on voit que c'est en fait un formulaire anonyme. Donc, ils ne donnent absolument pas leur identité. Ensuite, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que souvent les sites internet sont traduits de manière automatique. Et donc ça, c'est aussi un signal très fort que c'est un site contrefait. Les douanes détruisent les contrefaçons qu'elles saisissent.
Et Suleiman a décidé de faire de même avec la sienne. Je vais pas la garder cette veste. Si je porte du faux, ils vont me dire pourquoi il met du faux alors qu'il fait des photos avec que du vrai. C'est la honte. C'est la honte et puis c'est moche. En tout cas, Lacoste est une des marques les plus contrefaites et depuis longtemps. Elle se donne les moyens de traquer les faussaires, un peu comme les horlogers, on le verra tout à l'heure, en ajoutant aussi des indices sur ses produits pour distinguer les vrais des faux. Mais là, c'est top secret, évidemment. Les contrefacteurs vont jusqu'à lire les procès-verbaux des procès pour savoir comment les repérer, ces indices. La Chine, en particulier, est l'un des principaux pourvoyeurs de contrefaçon. C'est pas nouveau, mais c'est encore un sujet sensible là-bas. Les contrefacteurs sont de plus en plus recherchés. Les inspecteurs du faux ne veulent pas se faire repérer. Il a fallu commencer par jouer les clients. Reportage d'Angélique Forget, Antoine Vélédé et Louis Lou. Shanghai, comme toutes les grandes villes de Chine, compte son marché aux contrefaçons. À quelques pas du métro dans le centre-ville, 5000 mètres carrés ouverts à tous, où l'on trouve toutes sortes d'imitations. Des chaussures, des jouets pour enfants, des sacs. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des clients intéressés par un faux sac Hermès. Ça, c'est un Kelly. Il est exactement comme l'original. Il y a même les lanières à l'intérieur. Ici, les vendeurs ne se cachent pas. Mais les meilleures copies se trouvent à l'abri des regards. Ce rabatteur en t-shirt orange veut nous vendre des montres de luxe contrefaites. C'est derrière cette étagère à double fond qu'elle se trouve. C'est une pièce secrète ? Bien sûr. À l'intérieur, des imitations de Rolex, Hublot, Audemars Piguet, une vingtaine de marques au total. À mon poignet, une fausse Vacheron Constantin. Si je prends l'avion avec cette montre et que je rentre chez moi en Suisse, je ne vais pas avoir de problème ? Non, pas de problème. Je peux la porter, pas de problème. Oui, il y en a qui repartent avec 5, voire 10 pièces. 10 pièces ? Oui, et des pièces moins chères et de moins bonne qualité. La Chine, c'est la plaque tournante de la contrefaçon dans le monde. Plus de 80% des copies que l'on trouve sur la planète proviennent d'ici. Pour les marques, un énorme manque à gagner. Alors en Chine, elles font appel à des inspecteurs particuliers. À Canton, Max Camperman est employé par une entreprise qui a pour mission de déceler les contrefaçons. On travaille pour plein de types de marques, dans différents domaines. Au total, on a 270 clients. La plupart sont des marques européennes, mais on a aussi des clients américains et de plus en plus de Coréens et de Japonais. Régulièrement, il se rend sur des marchés pour enquêter. Comme cet après-midi, dans ce centre commercial pour produits électroniques. Là encore, nous tournons en caméra cachée. Au bout de quelques minutes à peine, bien visible sur un étal, cet emballage qui utilise le logo de Google. Ce qui est marrant, c'est que Google est censuré en Chine, mais ils piquent quand même le logo. Ils savent que Google fait vendre. Une fois qu'il repère les contrefaçons, Max Camperman saisit la justice chinoise et demande dédommagement pour la marque. Mais la plus grande partie de son travail se passe sur Internet. La toile chinoise regorge de produits contrefaits. Je dirais que 10% environ en moyenne des produits que l'on trouve sur Internet sont des contrefaçons évidentes. Par exemple, cette fausse paire de Nike pour 9 francs. Si on trouve autant de faux, c'est parce que vendre des copies en Chine est une activité lucrative. Il y a des vendeurs qui se vantent de vendre des produits contrefaits et qui disent gagner des centaines de milliers de dollars, parfois même davantage. Donc si vous avez une entreprise qui marche bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Le gouvernement chinois prend-il conscience du problème ? Oui, assure le conseiller économique de l'ambassade de Suisse en Chine. Aujourd'hui, la Chine est en train de devenir une puissance mondiale et c'est tout à fait qu'elle ne peut pas avoir cette image en gardant une industrie du faux. Donc... La Chine, pourtant, reste le paradis des contrefaçons. Mais dans le pays, la classe moyenne de plus en plus riche et qui a les moyens d'acheter vrai, ne veut plus se faire avoir. Aujourd'hui, on va travailler avec des sacs Louis Vuitton. Je vais vous apprendre à déceler un vrai d'un faux. Pour 1100 francs la semaine, ces élèves vont apprendre à reconnaître les produits contrefaits. C'est facile de tomber sur de faux produits, surtout chez nous dans la province du Guangdong. Dans le sud, il y a plein de copies. Et ce n'est pas au logo qu'on distingue un vrai d'un faux,
mais à toute une série de détails. Il faut toucher le sac pour s'assurer que sa matière est bien lisse et souple. Ensuite, il faut regarder aussi les gravures au niveau des pièces métalliques. Ces potentiels acheteurs l'assurent, ce cours est indispensable car certaines copies peuvent être d'excellente qualité. Comme le professeur l'a expliqué, il y a des faux qui techniquement ont été tellement bien réalisés qu'on dirait des vrais. La différence se fait vraiment sur les matières utilisées. L'école a ouvert en mai dernier. Déjà près de 200 élèves y ont été formés. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On va se poser tout de suite la question, qu'est-ce que je risque si j'importe d'un voyage un produit contrefait ou si je le commande sur Internet? Alors en Suisse, le consommateur ne risque pas d'amende si la douane saisit un produit qu'il a acheté qui est contrefait, ce qui n'est pas le cas en France ou en Italie. En revanche, la législation suisse prévoit au niveau civil que la marque qui est concernée peut réclamer des dommages et intérêts. Et c'est ce qu'elle fait en général via une lettre d'avocat. Alors, si on reçoit une telle lettre, Stop à la piraterie conseille avant de payer, de contacter l'avocat pour demander des précisions sur les dommages et de discuter un peu avec lui. Oui, ce qui peut apaiser les choses, évidemment. Alors, justement, le Stop Piracy, c'est pas un gendarme. Quel est son rôle, vraiment? Alors non, c'est pas un gendarme, c'est une association publique-privée. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les services de la Confédération qui sont concernés par le problème et de l'autre, les marques. L'activité principale de Stop à la piraterie, c'est de sensibiliser les consommateurs aux problèmes de la contrefaçon. Elle répond aussi à leurs questions s'ils sont confrontés à une contrefaçon. Mais elle n'a vraiment pas un pouvoir d'action. Alors par exemple, si elle repère un site internet qui vend des contrefaçons, alors elle s'adresse à la FEDPOL, qui est l'organe de la police fédérale, et c'est lui qui interviendra pour faire fermer le site. On a vu dans votre reportage de fausses plaquettes de frein qui peuvent être dangereuses. Vous avez aussi enquêté sur un autre secteur où les contrefaçons présentent un danger. Oui, c'est les médicaments et c'est vraiment un très gros problème pour les pays en voie de développement où les médicaments falsifiés font des centaines de milliers de victimes. Alors, selon l'OMS, plus de 50% des médicaments vendus illégalement sur Internet sont des contrefaçons. C'est vraiment beaucoup. Oui, on voit le danger. Mais sans être naïf, est-ce que la filière des médicaments en Suisse n'est pas bien contrôlée, finalement? Oui, c'est bien contrôlé, mais beaucoup de gens s'approvisionnent sur Internet. Et là, aucune garantie sur ce que contiennent les paquets qui arrivent par courrier postal. C'est à Berne, chez Swissmedic, que sont regroupés tous les médicaments saisis par les douanes. Et Nicolas Fotinos, qui est chargé de régler les cas, va nous expliquer les dangers qu'ils peuvent présenter. C'est sécurisé, hein? Oui, c'est sécurisé, comme on a des produits qui peuvent être sensibles dedans, donc il faut vraiment qu'on ait des mesures de sécurité adéquates. Ah oui, alors tout ça, ça vient de la douane. Voilà. Tous ces médicaments... 60% des envois saisis sont des stimulants érectiles, genre Viagra. Ici, on a un cas typique de contrefaçon. C'est un envoi qui a été saisi à la douane de Genève. On a ici une imitation de Viagra et une imitation de Cialis. Ça ressemble au produit original, alors qu'en fait, les analyses effectuées ont montré que le faux Viagra ici contenait 60 mg de sildenafil au lieu de 100 mg. Là, c'est vraiment copie petite pilule bleue classique. Hein. Exactement. On voit, mais plusieurs marques. C'est pas une contrefaçon à proprement parler, c'est une imitation. C'est un produit qui veut imiter le Viagra. Et là, c'est simplement des produits génériques fabriqués en Inde dont la qualité est peut-être aléatoire. De la contrefaçon à l'imitation et la falsification, il y a une zone floue. Mais le danger reste le même, notamment pour ce qui est de la quantité de la substance active. Le dosage maximum, par exemple, pour le médicament sildenafil, c'est 100 mg. Mais sur le marché noir, on trouve des dosages, par exemple, à 200 mg, le double. Alors qu'en fait, dans ce cas-là, on a uniquement une augmentation des effets secondaires et pas de l'efficacité du produit. Surdosés, sous-dosés et encore plus inquiétant, les médicaments qui contiennent des substances toxiques, comme pour ces comprimés soi-disant ayurvédiques. Nous avons pu voir que ces comprimés étaient vraiment massivement contaminés avec des métaux lourds. On a trouvé dedans du plomb, du mercure, de l'arsenic. Donc c'est vraiment des produits, vous pouvez vous l'imaginer, très dangereux pour la santé. Voilà encore un médicament pour maigrir, non seulement interdit pour cause de risques cardiovasculaires, mais en plus surdosé. Des crèmes à la cortisone sous couvert de produits cosmétiques. Et bien sûr, toute la gamme des tranquillisants et autres somnifères.
On voit ici comment ils sont préparés pour passer la douane sans être détectés, mais ils sont quand même détectés. Il n'y a pas de posologie, il n'y a aucune indication, la personne n'a aucune garantie. Est-ce que c'est vraiment le bon médicament qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est vraiment ici, on voit clairement un risque pour la personne. Il faut aussi bien dire que ces produits sont classés en tant que stupéfiants et que là, l'importation est vraiment illégale. Tolérance zéro. Commander des médicaments sur Internet, c'est un peu jouer à la roulette russe. C'est le message de la campagne de Stop à la piraterie concernant les dangers des médicaments falsifiés. Dans ce clip vidéo, on remonte la piste tortueuse qui est celle de la production de ces produits. Une piste qui traverse les frontières et peut conduire jusque dans des officines à l'hygiène douteuse. Si les trafiquants ont investi ce secteur illégal, c'est notamment parce qu'ils risquent des peines de prison moins lourdes et qu'ils font plus de profit que dans le trafic de drogue. Internet regorge de pharmacies en ligne que l'on peut croire suisses si l'on n'est pas attentif. Elles proposent toutes sortes de médicaments, même sans exiger d'ordonnance. Un terrain de jeu où les contrefacteurs peuvent sévir anonymement. Mais alors, quelle filière on peut imaginer derrière un site comme ça? Alors, typiquement, on peut s'imaginer un site enregistré aux Bahamas, piloté par une personne, par exemple en Ukraine. La marchandise serait fabriquée quelque part en Inde et ensuite transiterait par l'Asie et l'Europe de l'Est avant d'arriver dans la boîte aux lettres. Mais pourquoi des consommateurs suisses commandent-ils sur Internet? Ça peut être la personne qui souffre de maladies sexuellement transmissibles et puis qui aura pas envie, entre guillemets, d'aller voir son médecin, qui aura honte et qui va commander ce genre de médicaments sur Internet après avoir consulté Google. Il y a aussi des personnes qui veulent prendre somnifères, antidépresseurs ou encore contraceptifs et analgésiques sans consulter ou dont le médecin a refusé de renouveler l'ordonnance. Mais que deviennent tous ces médicaments saisis? On va informer la personne par un préavis que son envoi a été saisi. On explique les raisons pour lesquelles l'envoi a été saisi. On explique qu'il y a eu infraction à la loi sur les produits thérapeutiques et la personne a 30 jours pour prendre position, pour expliquer pour quelles raisons il n'aurait pas enfreint la loi sur les produits thérapeutiques. Mais dans la plupart des cas, voilà, l'infraction est confirmée et les envois sont ensuite détruits. Le consommateur ne risque pas d'amende, mais Swissmedic va lui facturer des frais administratifs. Normalement, pour un envoi simple, c'est environ 300 francs, s'il n'y a pas des analyses supplémentaires à faire. S'il s'agit d'une récidive ou de grande quantité, c'est alors une procédure pénale qui est ouverte. Pour revenir aux pharmacies en ligne, c'est un secteur très réglementé en Suisse. Peu de sites ont une autorisation officielle. Alors comment savoir si un site .ch est vraiment suisse ou pas? Nicolas Fotinos vous donne quelques trucs. La suite de son interview se trouve sur abe.ch, un site, lui, plus que recommandable. Autre grand marché de la contrefaçon, les montres. On l'a vu dans le reportage en Chine. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les méthodes des horlogers suisses pour lutter contre la contrefaçon qui leur fait perdre énormément d'argent. C'est en 2004 déjà que la Fédération horlogère a mis sur pied une cellule de lutte contre la contrefaçon sur Internet. C'était à l'époque surtout eBay qui occupait le devant de la scène avec des contrefaçons qui étaient proposées à la vente. Mais à la suite, c'est vrai qu'au fil des années, ça s'est diversifié sur des sites Internet dédiés à la vente, mais aussi maintenant sur les réseaux sociaux, évidemment. Un logiciel développé à l'interne scanne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des milliers de sites susceptibles de vendre des contrefaçons. Il agit comme un internaute qui irait sur ces sites pour commander une montre. Petit aperçu de cet algorithme secret. Le système va essayer de récolter toutes les informations qui pourraient être utiles pour la détection de réseaux et aussi pour la prise d'action. Ensuite, le système automatiquement va classifier le site, va déterminer s'il s'agit d'un site de contrefaçon ou non. Et si c'est le cas, va prendre des actions effectivement de manière totalement autonome en envoyant des courriers aux hébergeurs.
Si les hébergeurs ne réagissent pas, l'AFH passe à d'autres mesures jusqu'aux actions judiciaires pour fermer les sites et saisir les noms de domaine. C'est efficace, mais de nouveaux sites apparaissent continuellement. Nous, notre but, c'est plutôt d'entraver, de freiner les contrefacteurs dans leur démarche. Notre but, c'est vraiment de rendre leur activité moins intéressante financièrement, également peut-être plus complexe et chronophage. On a vu l'autre jour que des contrefacteurs avaient bloqué nos adresses IP, nous empêchaient de voir leur site, et uniquement les adresses IP de notre fédération ici. Et donc on sait que finalement ils nous ciblent et ils n'ont pas envie qu'on vienne fourrer notre nez dans leurs affaires. Mais les contrefacteurs ont d'autres tours dans leur sac pour piéger le consommateur qui, par exemple, surfe innocemment sur les sites horlogers officiels. Ils leur envoient rapidement après des offres personnalisées séduisantes, comme l'a constaté le chef de la lutte anti-contrefaçon de l'AFH. Cher ami, nous avons l'avantage de vous faire une offre ciblée à un prix sans concurrence et vous vous dites les horlogers suisses ils sont forts parce qu'ils m'ont repéré et voilà, ils savent que ça m'intéresse, ils me font une offre que je peux pas refuser et hop, vous cliquez et vous êtes dans la contrefaçon, ça y est, c'est parti. Chaque année, l'AFH analyse environ 1000 montres saisies en douane et les compare entre elles. C'est une analyse qui est objective et qui permet de classer toutes ces contrefaçons dans des familles de contrefacteurs et d'avoir un petit peu une idée des réseaux de distribution aussi. Globalement, on pense que le chiffre d'affaires des contrefacteurs de montres suisses tourne autour du milliard de francs suisses, ce qui correspond à peu près à 5% du chiffre d'affaires à l'exportation. C'est considérable, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que ce qui concerne les t-shirts ou d'autres faux produits. Comment reconnaître une contrefaçon en moins d'une minute? C'est ce que va enseigner régulièrement Michel Arnoux aux douaniers en Suisse et à l'étranger. Donc là, on aurait tendance à déballer tout de suite la montre pour se focaliser sur le produit et c'est le mauvais réflexe. En définitive, plus on regarde la montre, plus on regarde le packaging, plus on a l'impression qu'elle est vraie. En fin de compte, le truc, c'est de focaliser son attention sur les petits détails comme la carte de garantie vierge et puis la petite étiquette ici qui contient de fausses indications techniques et ça, c'est le signe de la contrefaçon. Mais que se passe-t-il pour un consommateur qui, volontairement ou non, a commandé une contrefaçon et que celle-ci est saisie par la douane? On cherche un règlement à l'amiable. On propose aux gens d'abandonner la marchandise en leur disant, voilà, vous nous donnez votre montre en quelque sorte, on va la détruire, on va la sortir du marché et puis on vous demande de payer les frais qui sont liés à toute cette affaire, c'est-à-dire les frais en douane, les frais de destruction de la marchandise, les frais d'expertise, etc. Donc ça tourne autour de 250 francs. Paradoxe de la chose, saisir et détruire une montre en Suisse coûte bien plus cher que la fabriquer en Chine. La lutte contre les contrefaçons ressemble à celle contre le dopage. C'est Sisyphe qui doit monter un rocher qui redescend éternellement, sauf que la technologie vient au secours des marques pour identifier leurs produits de manière sûre et subtile. Une start-up née à l'EPFL a mis au point un système basé sur le concept du QR code. Ce QR code, mis au point par Justin Picard et ses associés, est infalsifiable, même avec un scan de haute qualité. Les QR codes de ScanTrust contiennent un graphique sécurisé qui est situé au centre du QR code. Et ce graphique sécurisé est composé de milliers de pixels qui vont se dégrader à l'impression et ensuite à la copie lorsqu'un contrefacteur cherche à le copier. Et cela tient au fait qu'à ce niveau de précision, les gouttes d'encre correspondant aux milliers de pixels se répandent de manière aléatoire dans le papier. La start-up travaille avec des partenaires dont les imprimantes sont homologuées, comme ici Polygravia à Châtel-Saint-Denis. Les technologies d'impression, elles ont énormément évolué ces dernières années. Le gros avantage pour nous, c'est qu'on peut maintenant imprimer le design en même temps que le QR code, en sachant que chacune des feuilles qui sera imprimée aura un QR code différent, donc authentique. En effet, chaque emballage a un QR code qui, comme une empreinte digitale, permettra au consommateur de l'authentifier avec son téléphone portable et l'application ScanTrust. Démonstration.
Il place le code dans la lunette, il se rapproche et voilà, le code est authentifié. Puis si c'était vraiment une contrefaçon, c'est-à-dire si le code avait été photocopié, comment ça se passerait? Alors voilà, ici on a une photocopie de ce code. Si maintenant je vais scanner, je suis averti qu'il y a un risque de contrefaçon. Si les contrefaçons sont détectées dans une certaine zone, la marque peut immédiatement réagir, peut aussi voir si certains distributeurs sont associés à cette région et ainsi remonter la filière très rapidement pour cesser le flux de contrefaçon sur le marché. Ce QR code est déjà utilisé par plusieurs fabricants de produits divers. On a des dizaines de millions de codes qui sont imprimés par année. Par exemple, on est sur du lait pour bébé, que ce soit sur des contenants en plastique ou bien des contenants métalliques. On est sur des filtres à eau. Il y a aussi des étiquettes pour des sacs de semences, pour des bouteilles de vin, des cartes de garantie pour les montres. Ça veut dire qu'un contrefacteur peut faire un faux filtre à eau, il peut faire une fausse étiquette, il peut chercher à y mettre un faux QR code ScanTrust, mais qu'au final, le consommateur ou le plombier, l'utilisateur, il va prendre l'application ScanTrust, il va scanner le QR code et il saura que c'est un faux, auquel cas, il peut éviter d'utiliser le filtre. Est-ce que tu peux contrôler qu'au niveau de la donnée variable, tout fonctionne? Oui, c'est tout bon. Alors c'est sûr, on n'est pas en train de parler d'impression de billets de banque. Par contre, on est clairement dans le domaine de l'impression sécuritaire. Et là, on a une solution très abordable pour amener un élément de sécurité sur une nouvelle gamme de produits. En clair, ce QR code peut être utilisé pour des produits de grande consommation et permettre une traçabilité fiable pour toute la chaîne de fabrication et de distribution jusqu'au consommateur final. De quoi entraver sérieusement les contrefacteurs. Et il y a d'autres techniques qui existent déjà. La mini-puce RFID cachée au fond du capuchon d'une bouteille de vin, des marqueurs biomoléculaires, des traceurs chimiques, des nanopigments, etc. Dans le secteur de la sécurisation des produits, de leur traçabilité, il y a de la créativité. À bon entendeur est une émission éclectique, vous le savez. Alors, sans aucun lien, on passe des contrefaçons aux protections juridiques. Il y en a de plus en plus, très peu sont indépendantes. Est-ce que c'est un problème ou pas? On va en parler avec mon invité. Le temps de découvrir d'abord le témoignage et le questionnement d'une téléspectatrice valaisanne que Maya Cholet a rencontrée. Fin de l'été, c'est le temps des récoltes dans la plaine du Rhône. Isabelle Lehmann et son mari sont agriculteurs arides. Des fruits, ils en ont en abondance. Pourtant, cette année a été particulièrement difficile pour l'exploitation familiale. Alors voici les serres qui ont été détruites. Celle-ci a été complètement détruite jusqu'au fond entièrement. Les piquets se sont totalement écrasés sous le poids de la neige. C'était quasiment plat. Et ici, nous avons la deuxième serre qui a été détruite, elle, sur l'arrière. Juste tout petit peu au départ, ça a été sauvé et l'arrière complètement écrasé. Isabelle et son mari cultivent aussi des asperges blanches. Pendant l'hiver, les plants hibernent bien à l'abri sous ces serres avant la récolte au printemps. Mais cette année, la neige en a décidé autrement. C'était le fameux week-end du 9 décembre. Il a vraiment tellement neigé ce week-end-là que la neige s'est accumulée sur les serres. Habituellement, la neige glisse comme c'est arrondi. Mais là, il a fait tellement froid ce week-end-là que ça a fait une croûte de glace. Et la neige n'a pas glissé et s'est accumulée au-dessus des serres. Et pour finir, avec le poids, les serres se sont totalement écrasées. Indispensable à l'exploitation, les serres doivent être vite remplacées. Et ça coûte très cher. La valeur d'achat à neuf pour racheter de nouvelles serres était de 30 000 francs. Ces 30 000 francs, c'est sans compter les heures pour tout démonter, pour reconstruire, pour évacuer tout le matériel abîmé. Donc voilà, c'était plus de 30 000 francs. À ce stade, les Lehmann ne s'inquiètent pas, persuadés d'être couverts. Nous avions assuré l'exploitation, nous avions demandé à un conseiller en assurance de l'Alliance de nous faire une proposition par rapport à ce qu'on avait sur notre exploitation. Donc quand les serres ont été écrasées, je contacte l'Alliance qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait qu'on remplisse les papiers pour déclarer les dégâts, qu'on leur envoie des photos.
Donc à ce moment-là, j'étais toujours confiante. Et puis quelques temps après, j'ai eu des nouvelles de leur part qui m'ont dit qu'il y avait un petit alinéa dans l'assurance qui faisait que les serres n'étaient pas comprises dans notre assurance combi-risque. En effet, c'est ce qu'on peut lire ici en petits caractères. Conventions particulières sont assurées en vertu d'une convention particulière uniquement. Ce qui veut dire en clair, sont exclus les dommages naturels à des serres, des vitrages de couches, des tunnels en plastique et à leur contenu. Là, vous réagissez comment? Effondrée. Vraiment, c'est une somme énorme. On avait déjà eu l'année passée le gel qui avait déjà abîmé passablement nos récoltes. On a eu 2 années aussi où nous avons subi la grêle. Alors là, c'était vraiment le coup d'assommoir. Je me suis dit que je ne savais plus où trouver de solution, comment on allait encore se relever de ça, quoi. C'est pour éviter ce genre de mauvaise surprise que les Lehmann avaient pris un conseiller en assurance. Ils se sont trompés et contactent alors la DAS, leur protection juridique. Je dois avouer que j'avais aussi 50% de tort, c'est-à-dire que je n'avais pas lu ce petit alinéa qui faisait que les serres n'étaient pas comprises, parce que j'ai fait confiance en mon assureur. Mais par contre, ce que je n'étais vraiment pas d'accord, c'est d'être à 100% responsable. Pour moi, le conseiller devait m'avertir que les serres n'étaient pas inclus. Et pour moi, c'est 50-50 la part de responsabilité. Je m'attendais vraiment à ce qu'il nous aide à avoir un dédommagement. Pas à ce que la somme entière soit remboursée, mais au moins nous aider à faire en sorte que l'Alliance porte sa part de responsabilité. Après quelques échanges de mails avec Allianz, la protection juridique DAS classe l'affaire. Les conditions générales de l'Alliance sont claires dans l'exclusion de la prise en charge des serres. S'agissant des propos tenus par votre conseiller en assurance lors de la signature de la police, vous n'en demeurez pas moins tenu de prendre connaissance des conditions générales avant de signer une police d'assurance et de les contester le cas échéant. Un jour, vraiment par hasard, je découvre que la DAS et l'Alliance ne font qu'un. Isabelle a alors l'impression qu'elle n'a pas été pleinement défendue. Je pense qu'ils ne vont en tout cas pas m'aider parce qu'ils ne vont pas se battre contre eux-mêmes. Alors là, vraiment, je tombe des nues. Jamais personne ne vous a averti de la fusion Jamais, jamais, ni par écrit, ni par oral. J'aurais aimé que dès que j'ai contacté la DAS, ils me disent « on ne peut pas prendre ce cas en charge, on ne peut pas lutter vis-à-vis de l'Alliance ». Juste aussi une question d'honnêteté. Il me semble que c'était vraiment la moindre des choses. Vous espérez quoi maintenant? Alors maintenant, j'espère qu'il y a vraiment une transparence qui va se faire au sujet de cette histoire. Je suis responsable en partie, ok. J'avoue, j'admets, mais je ne suis pas responsable à 100%. Ça, j'accepterai pas. Je pense qu'un dédommagement de la moitié ou moins quelque chose, parce que c'est pas normal. Je trouve ça pas juste. J'ai besoin de justice. Il y a donc 2 éléments dans cette histoire. Tout d'abord, la conviction d'Isabelle Lehmann d'avoir été mal conseillée par le représentant d'Allianz, qui aurait dû l'avertir que les serres n'étaient pas couvertes par l'assurance. Est-ce qu'Allianz admet que la responsabilité est partagée dans ce cas? La réponse que j'ai obtenue, c'est non. Le conseiller a fait tout juste. C'est au preneur d'assurance d'informer de l'acquisition de nouvelles installations et ces serres n'ont jamais été mentionnées. Version bien différente de celle de Mme Lehmann, qui nous affirme que ce conseiller connaissait pertinemment l'existence de ces serres et quand il s'est agi de comprendre, après les dégâts, pourquoi elles n'avaient pas été assurées, la réponse a été « Je ne vous ai pas proposé l'assurance pour les serres, ça coûte trop cher ». Parole de l'une contre celle de l'autre à ce stade. Le deuxième élément, c'est le lien de filiation entre la DAS, la protection juridique de Mme Lehmann, et Allianz. Et ces liens sont très courants en Suisse. On va en parler avec vous, Vincent Brulard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et professeur à l'Université de Lausanne et de Genève. Alors, quand Mme Lehmann a signé son contrat il y a quelques années avec la DAS, cette protection juridique était indépendante. On l'a dit, elle a été rachetée par Allianz. Elle va même fusionner avec la CAP, qui est l'autre protection juridique d'Allianz. Donc, la situation a beaucoup changé. Les clients de la DAS vont être informés. Mais est-ce qu'à cette occasion de cette fusion,
Les clients comme Mme Lehmann pourraient résilier leur contrat avec la DAS sans pénalité, parce que la situation a beaucoup changé et elle n'a rien demandé en fait. Dans les restructurations de portefeuille, on distingue entre les transferts de portefeuille, où il existe effectivement un droit de résiliation, et les fusions entre compagnies d'assurance dans les cas dans lesquels le droit de résiliation n'est pas garanti au preneur. Donc on est dans le deuxième cas de figure. Oui. Maintenant, il faut le savoir, les protections juridiques indépendantes sont une minorité, je l'ai dit en introduction. A contrario, voici quelques exemples révélateurs. Dans le désordre, AXA Arag Protection Juridique SA dépend du groupe d'assurance AXA. Fortuna est fille de Generali. Orion est une filiale de la Zurich Assurance et de la Vaudoise Assurance Holding. Protecta SA a comme maison mère la mobilière. Assista Protection Juridique est une émanation du TCS. Alors, Vincent Brulart, si je fais appel à ma protection juridique parce que je suis en litige avec une assurance, par exemple, et que je découvre que celle-ci est la maison mère de ma protection juridique, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, la fille ne va pas attaquer la mère pour me défendre. C'est vrai que c'est des situations dans lesquelles on peut se trouver face à des conflits d'intérêts. Le législateur y a pensé, il apporte à ce type de problème différentes solutions. Tout d'abord, il impose une stricte indépendance opérationnelle de l'assureur de la protection juridique, ce qui signifie qu'aucun des membres de la direction de l'assureur multibranche dont cet assureur de la protection juridique fait partie ne peut intervenir dans la gestion opérationnelle de la compagnie d'assurance de la protection juridique. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, si l'assureur de la protection juridique devait être conduit à représenter les intérêts de son assuré à l'encontre de l'assureur multibranche de la maison mère, alors on peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts et le législateur imposerait dans un cas de ce genre que le dossier soit confié à une personne tierce. Voilà, alors ce sont des règles qui sont toujours respectées ou comment est-ce que je peux être sûr qu'elles le sont? Il existe une autorité de surveillance. Ces règles sont mises en œuvre par une autorité de surveillance et l'autorité de surveillance a la charge naturellement de respecter à la bonne mise en place, mise en œuvre de ces différentes règles. On espère que c'est contrôlé, bien contrôlé et respecté. Alors on l'a entendu aussi, Mme Lehmann estime avoir été mal défendue par sa protection juridique, la DAS. Elle soupçonne la DAS de n'avoir pas pu lutter contre la maison mère Allianz. Qu'est-ce que m'a répondu la DAS? Eh bien, réponse, c'est la protection juridique se défend de tout conflit d'intérêts. Toutes les démarches auprès d'Allianz ont été faites avant le rachat de la DAS par Allianz. Les chances de succès du dossier des Lehmann étaient très minces. Notre indépendance est précieuse. Ceci dit, la DAS propose aux Lehmann de soumettre leur cas à un arbitrage extérieur qui vérifiera les chances de leur dossier. Et Mme Lehmann y réfléchit. Alors, Vincent Brulart, quand même, toutes les protections juridiques vont dire que pour elles, leur indépendance est précieuse. Est-ce que je peux vraiment en être sûr? Moi, je pense qu'il en va de la réputation de ces branches d'assurance de la protection juridique, de ces compagnies de protection juridique, et je pense que toutes ont un intérêt à faire en sorte que leurs clients soient satisfaits et défendus dans la plus grande mesure possible. Alors, on va terminer quand même par un conseil. Est-ce que si je dois souscrire une protection juridique, ce qui est déjà pas tout à fait simple, est-ce que vous me conseilleriez de bien faire attention qu'elle ne soit pas la fille de mes autres assurances qui seraient leur maison mère? C'est une appréciation que le preneur doit mener. Il peut souhaiter, au fond, concentrer l'ensemble de ses garanties auprès d'un seul assureur et enrichir par ce canal la relation commerciale, ou alors éviter ce type de situation et peut-être souhaiter confier la protection juridique à une société différente de celle auprès de laquelle il a conclu les autres. Oui. Et c'est peut-être un bon raisonnement en termes diplomatiques. En tout cas, un dernier conseil, vous serez d'accord avec moi, lisez les conditions générale, même si c'est un pinceau, le diable se cache dans les détails, n'est-ce pas? Naturellement. Voilà. Naturellement. Merci pour vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous. Il a conquis les rayons et nos tables en surfant sur la vague montante des cuisines orientales. Le houmous sera notre produit phare mardi prochain. Pas très compliqué à préparer, avec pour élément essentiel des pois chiches qui poussent maintenant jusque chez nous. L'origine du houmous, eh bien, au Proche-Orient, la question fait des vagues. Chacun s'approprie la paternité de ce plat servi en apéritif ou en accompagnement. Recettes, qualité diététique du houmous, géopolitique et dégustation avec des fins palais de plusieurs nationalités au menu d'À bon entendeur mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.